Bismillahirrahmanirrahim. En guise de l'introduction en conférence inaugurale, je tiens à féliciter le comité d'organisation pour le choix judicieux et stratégique du thème. Un thème qui se prête à plusieurs ramifications, à plusieurs réflexions. Donc, il est à la croisée de chemin de plusieurs disciplines. En préparant l'introduction de cette conférence inaugurale, il me vient à l'esprit une phrase de Michel Serres qui disait « Nous savons répondre aux deux questions suivantes. Que sais-je et qui nous commande? Ce que je sais, ce qui nous commande. » Et à ses yeux, il y a une question qu'on ne maîtrise pas encore, c'est que savons-nous ensemble? Et donc la problématique d'intelligence économique, c'est une réponse à ce savoir ensemble. Parce que c'est une réponse liée à la complexité. Et nécessairement, l'intelligence économique, il convoque, il utilise plusieurs activités qui sont multiformes, qui sont très variées, et qui nécessitent, si vous voulez, plus qu'un effort individuel. Un veilleur isolé ne peut pas, à lui seul, si vous voulez, exploiter, utiliser les informations. Et donc l'intelligence économique, est quelque part, est une réponse à la problématique de la connaissance. Cette connaissance sous-entend quoi? Sous-entend une approche proactive, une approche collective, une collaboration, une approche organisationnelle, une approche stratégique. Donc, ce qui fait que quelque part, la problématique, il est d'ordre culturel, d'ordre comportemental, d'ordre stratégique, d'ordre organisationnel, d'ordre informationnel. Donc, ce qui fait que cette thématique, comment dire, exige de nous plus qu'un effort d'adaptation. Il exige plutôt une révolution qui peut inscrire les acteurs à l'ère de l'information. Et donc l'intelligence économique se propose comme un outil d'aide à la décision, et qui ne se réduit pas bien sûr à la gestion de l'information. Toute la problématique, c'est comment convertir les données en connaissances, comment convertir les informations en connaissances. Et c'est pas qui détient l'information détient le pouvoir, celui qui exploite l'information détiendra le pouvoir. La problématique, il est complexe, il est transversal, et c'est possible qu'on soit éclairé, et plusieurs experts puissent nous éclairer à ce propos. Et donc, pour ce faire, nous avons toute tentative ici, c'est de cadrer, de cette conférence inaugurale, de cadrer, si vous voulez, l'intelligence économique à travers trois conférences. Une conférence qui va essayer de mettre en relation l'intelligence économique en relation avec l'économie de savoir, le knowledge management. Et donc là, et pour ce faire, nous avons en présence ici Ahmed Azira, de l'Institut marocain d'intelligence stratégique au Maroc, dont l'intervention sera intitulée « L'Afrique sur la voie de l'économie de savoir ». Deuxième intervention, l'intelligence économique, bien sûr, va être en relation avec l'expérience. Donc nous sommes plus dans la logique d'un acteur qui opère dans le terrain. Et M. Régis Losso-Kiki, c'est un consultant indépendant du cabinet Régis et Associés du Gabon. L'intitulé de cette intervention, c'est l'expérience de l'intelligence économique au Gabon. Troisième intervention, qui va être animée par M. Toufir Ben Karachi. Et là, bien sûr, l'intelligence économique va être mise en relation avec le big data. Et donc, on est plein dedans, à l'ère de l'information.
Donc il est directeur du laboratoire de recherche en intelligence stratégique de l'université Hassan II de Casablanca. Son intervention sera intitulée L'intelligence économique, recherche scientifique et big data. Donc sans tarder, je vais passer la parole à M. Azera pour qu'il puisse nous faire embarquer dans le monde du savoir et l'économie du savoir. À vous, cher monsieur. Bien. Bonne journée, bonjour. Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie bien sûr le professeur d'affaires qui m'a embarqué dans ce colloque. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à avoir mon assentiment tant je suis natif de la région. Donc, j'ai étudié juste à côté, donc au lycée Armand, donc je connais la région et donc à chaque fois que je reviens avec plaisir donc pour participer à des activités de ce genre ou également des activités dans le monde associatif et surtout dans le monde de l'économie. Alors, je disais tout à l'heure à mes amis que Oujda se distingue à la région orientale. Au niveau Maroc, se distingue depuis des années déjà par l'intérêt qu'elle a donné à l'intelligence économique. Alors, je me souviens, dès déjà la venue de l'Agence pour le développement de l'oriental, donc dès sa création à Rabat même, la première des activités au niveau national sur l'intelligence économique territoriale, c'était à Oujda qu'elle a eu lieu, et donc il y a plus de 15 ans, une vingtaine d'années. Donc, et depuis, il y a un intérêt. Donc, curieusement, il y a un intérêt de l'oriental pour l'intelligence économique. Et ces dernières années, donc, j'ai dû assister au moins à 2 ou 3 manifestations de ce genre qui ont shifté sur l'Afrique en faisant une liaison entre l'intelligence économique en général et le territoire donc continental de l'Afrique. Donc ça prouve qu'il y a une continuité. J'espère que ça donnera une qualité qui puisse bien sûr déboucher sur des exploitations concrètes, des recommandations qui sont faites dans ces divers colloques, que ce soit des colloques théoriques. Je vous rassure, je ne voudrais pas être théorique aujourd'hui, donc il y a un écrit que je joindrai aux publications éventuellement s'il y aura publication sur le nom du colloque. Mais sinon, je voudrais discuter beaucoup plus de la liaison entre intelligence économique et savoir. Alors plus exactement, puisque je représente aujourd'hui l'Institut marocain d'intelligence stratégique, donc c'est un think tank. Alors vous le savez, la société civile a pris en charge sa part de responsabilité dans l'intelligence stratégique et dans l'intelligence économique. Alors depuis quelques années, depuis 1996, l'AMI, l'Association marocaine d'intelligence économique, la première association d'intelligence économique marocaine, a également opéré sa mutation. Elle est passée par une étape intermédiaire où elle est allée sur des thématiques nationales. Elle s'est distinguée par pratiquement présenter un chemin ou un plan, une proposition de plan directeur d'organisation de l'intelligence économique marocaine. Donc c'est un document qui est publié sur son site et qu'elle a présenté à l'ancien gouvernement. Donc certaines idées concernant l'organisation de l'intelligence économique au niveau national et la participation en particulier de la société civile au développement de l'idée et de la pratique de l'intelligence économique. Alors, CELIMI, c'est un institut, donc elle a muté
cette association en un think tank aujourd'hui qui s'appelle IMIS, Institut marocain d'intelligence stratégique. Alors pour aller vers des thématiques beaucoup plus concrètes, elle a choisi 3 ou 4 thématiques, en particulier de formation à l'intelligence stratégique, mais également d'ancrage territorial. Et elle fait surtout de l'Afrique, du continent africain, un intérêt prioritaire de ces investigations et de ces réflexions. Alors, ceci dit, je voudrais aujourd'hui, donc en espace de temps réduit qui m'est imparti, de dire quelques idées un petit peu sur ce qui se fait aujourd'hui en Afrique en matière d'économie du savoir. Alors, sachant que le savoir, c'est le point de départ de l'intelligence. Alors, être intelligent, c'est tout simplement, ça peut être inné, si jamais la nature vous dote d'une intelligence particulière, ou sinon, ce qui est la norme, tout simplement, c'est qu'on acquiert l'intelligence à travers l'éducation, à travers le savoir. Alors, dans quel objectif? Bien sûr, pour en faire une source de valeur ajoutée, pour l'impliquer dans l'économie. Et c'est pourquoi, donc, le savoir, l'intelligence, c'est le savoir d'abord, et donc c'est toute la production du savoir, c'est tout le développement de l'intellect, de l'éducation, depuis l'école, bien entendu, maternelle jusqu'à la fin de vie, parce que le savoir et la connaissance ne s'arrêtent pas, et donc elle ne s'arrête surtout pas à l'après-université, puisque en intégrant le monde professionnel, on continuera à apprendre, et on devra continuer à apprendre pour améliorer, bien entendu, ce que nous faisons, et pour développer, pour aller vers des choses encore plus valorisantes, créatrices de valeur ajoutée. Donc l'état des lieux, le continent, bien sûr, notre continent n'est pas en reste. Alors j'ai choisi l'Afrique comme titre, l'Afrique sur la voie de l'économie du savoir, mais en mettant un point d'interrogation. Donc vous devinez pourquoi, certainement. Est-ce que notre continent est-il vraiment sur la voie de l'économie du savoir? Alors l'état des lieux, bien entendu, va consister, puis si j'ai le temps, en tout cas il y aura un écrit, je le répète, qui sera joint aux publications de ce colloque. Donc quelques pistes pour l'avenir, donc qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement. Alors sachant, j'ai eu la chance de participer dans le cadre de l'IRES, Institut Royal des études stratégiques, c'est un autre think tank très important, qui produit une réflexion de haut niveau sur le plan stratégique et également s'intéresse énormément au Maroc en relation avec l'Afrique, mais également au OCP Center qui a organisé rien que la semaine dernière une grande manifestation internationale alors sur l'Afrique justement et sur le rôle du continent dans l'économie mondiale et dans la géoéconomie mondiale. Donc c'est dire qu'il y a un intérêt convergent aujourd'hui au Maroc vers l'Afrique, vers la compréhension de ce que l'Afrique est, parce qu'il se trouve malheureusement que la première des faiblesses que nous avons dans notre continent, c'est qu'on se connaît peu, on ne se connaît pas nous-mêmes, puisque ce sont les étrangers qui nous ont connus, mais ils nous ont connus pour nous exploiter, pour exploiter bien sûr les richesses de notre continent. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes tenus, nous devons bien sûr nous connaître nous-mêmes, nous connaître chacun en ce qui le concerne, mais nous connaître dans nos relations communes. L'Afrique, ce sont des Afriques, contrairement à ce qu'on pense. C'est un continent très vaste. C'est un continent pas du tout. Alors là, la pauvreté n'a pas de mise pour caractériser le continent, puisque c'est un continent très riche, malheureusement, mais il est riche, trop riche le pauvre,
comme dirait l'autre. Donc nous sommes riches, nous avons la malédiction malheureusement que les économistes connaissent bien, la malédiction des ressources naturelles, et en particulier des ressources énergétiques aussi, qui font que nous avons encore malheureusement une pauvreté tenace, et nous sommes sujets à tout un ensemble malheureusement de limites qui font de nous le pays qui a le plus de migrants internes, contrairement à ce qu'on pense. La migration est interafricaine, puisque nous sommes le continent qui émet le plus de migrants, mais vers le continent lui-même. Alors, contrairement à ce que dit la presse, bien sûr, de tous les jours, nous ne sommes pas des migrants vers les autres. Nous allons le voir, et heureusement, nous migrons, et nous sommes les premiers par tête d'habitants au monde à envoyer des étudiants migrer pour aller recevoir la connaissance ailleurs. Et c'est ça c'est un indicateur plutôt réjouissant, puisque dans l'économie du savoir mondial, l'Afrique, si elle est encore en retard par rapport aux chiffres du savoir, de son savoir, elle est en train de s'internationaliser, donc d'agir dans la mondialisation, puisque les migrations estudiantines sont de plus en plus importantes, qui font de l'Afrique un continent qui envoie ses enfants le plus par tête d'habitants, même si en nombre, bien sûr, je donnerai quelques chiffres. Nous sommes dans le savoir et dans la recherche du savoir ailleurs, vers des continents de plus en plus diversifiés. La France était le premier destinataire avec le Royaume-Uni, mais aujourd'hui, alors pour être plus clair, donc le premier pays qui reçoit les migrants africains, c'est l'Afrique du Sud, hein, donc à côté. D'autres pays, bien sûr, africains également se sont mis, l'Égypte, le Maroc, de plus en plus, mais également des pays étrangers, bien sûr, traditionnellement la France, le Royaume-Uni, mais de plus en plus également d'autres destinations, Canada, États-Unis, Australie, Chine même, donc tout récemment, qui attirent de plus en plus d'étudiants africains. Alors, naturellement, l'économie du savoir commence par l'éducation et par l'enseignement supérieur. Alors, vous le savez, l'enseignement supérieur au monde est de plus en plus développé, de plus en plus actif, et c'est plutôt même l'outil par lequel le monde cherche à s'insérer positivement dans la mondialisation. Alors, l'enseignement supérieur lui-même s'est internationalisé, il s'est mondialisé. Alors, entre 2006 et 2016, la population étudiante mondiale a cru, rien qu'entre 2006 et 2016, les derniers chiffres de l'UNESCO, cette population a cru de 50%, passant de 146 millions à 218 millions. Alors, c'est un taux de croissance annuel moyen de 4%, 4,1% par an, ce qui prouve que, naturellement, le développement de l'enseignement supérieur est très, très visible. Donc, ce qui fait de lui une source, bien sûr, déjà de valeur ajoutée, mais également de croissance, bien sûr, de la connaissance à travers le monde. Alors, ce qui est nouveau, bien sûr, et ça vous le savez, ce sont les émergents. Alors, de plus en plus, bien sûr, les pays classiquement, les pays de l'enseignement supérieur et de langue d'art, alors les pays, nous l'étions, bien sûr, en Afrique, en particulier dans le monde arabo-musulman, mais nous étions dépassés, bien entendu, par les puissances nouvelles, industrielles. Alors, tout récemment, bien sûr, les émergents, la Chine, l'Inde, l'Océanie, en particulier l'Australie, sont en train de pousser dans l'enseignement supérieur. Alors, enseignement supérieur et sa poussée qui va encore continuer, puisque les prévisions tablent sur quelque chose comme 265 millions à l'horizon 2030 d'étudiants
travers le monde. Donc vous voyez 270 millions presque d'étudiants donc à travers le monde. Alors les tendances mondiales sont en train d'exploser, puisque le système d'enseignement est en train de connaître bien sûr un développement prodigieux. Alors, un développement prodigieux autour de l'anglais, il faut qu'on le dise, parce que nous sommes en train de discuter au Maroc d'un certain nombre de problématiques linguistiques. L'anglais elle est au cœur des échanges mondiaux. C'est un secteur également d'enseignement supérieur américanisé, jusqu'à une date récente. Alors, d'aucuns parlent d'une crise de l'enseignement supérieur américain ces derniers temps. Vous le savez, vous suivez l'actualité, puisque effectivement, les start-up américaines, les GAFA, qui aujourd'hui dominent le monde, elles sont de plus en plus décriées. Vous le savez, aujourd'hui, on cherche à les taxer. Et donc, c'est un modèle qui, de plus en plus, il est décrié, puisqu'on cherche aujourd'hui à casser les monopoles ultra dominants des GAFAM, puisqu'on cherche à les fracturer pour en faire des entités humaines, des entités humainement gérables. Alors, c'est aussi également un système qui est en crise à cause des problèmes monstres d'endettement des étudiants. Alors, c'est d'ailleurs une bulle financière qui risque d'éclater et face au système américain et également au système financier mondial. Alors, la poussée des émergents, bien sûr, mais également la régionalisation. La région qui doit, et tout à l'heure je ferai une petite incursion dans une analyse benchmarking très rapidement, puisqu'on l'a fait, pour voir un petit peu ce que font les autres pour qu'on puisse s'inspirer. Alors, il y a quand même le système qui est à côté de nous, le système européen, donc régional européen, qui démontre sa solidité. Alors, c'est le seul système régional qui travaille de manière assez productive, puisque l'Union européenne arrive à faire du système, ce qu'elle ne peut pas faire au niveau de l'armée, ce qu'elle ne peut pas faire au niveau des affaires étrangères, comme vous le savez, au niveau politique, mais elle réussit dans le domaine universitaire et dans le domaine du savoir. C'est une économie d'ailleurs qui profite énormément de ce savoir, puisqu'elle reste une économie productrice du savoir et qui utilise économiquement ce savoir en valeur ajoutée. Alors c'est également, vous le savez, c'est un des modèles qui réussit également sociologiquement, politiquement et économiquement le plus, puisque son système Erasmus, qui est un système de migration et d'accueil et d'échange des étudiants européens, est un système qui est en train de révolutionner même l'Europe. Il est en train de créer véritablement l'Europe et de créer une culture européenne entre les 27 ou 26 pays européens qui sont très disparates, comme vous le savez, culturellement. Donc c'est un des modèles, ne serait-ce qu'à ces deux niveaux déjà. Donc si nous pouvons recueillir quelque chose de bonnes pratiques étrangères, nous devons interroger cette manière régionale de travailler ensemble qui réussit en Europe, mais également ce réseau Erasmus. J'ai écrit un papier justement récemment, enfin il y a quelques années, pour dire est-ce qu'on peut véritablement créer un Erasmus interafricain. Si on peut, je crois que ça serait quelque chose d'intéressant. Alors, je n'ai pas le temps, donc je suis en train de faire un saut pulse, donc pour aller vers l'essentiel. Je voudrais juste pour rappeler que, justement, nous avons une vision, heureusement, ces dernières années de l'Union africaine, puisqu'il y a un plan, l'Afrique que nous voulons, un plan stratégique 2063. Alors, ce plan stratégique, justement, il y a quelque chose, si je l'ai interrogé concernant justement le savoir et l'économie du savoir, il y a effectivement un ensemble, une vision
il y a un ensemble de programmes qui concernent aussi bien l'université interafricaine, la formation professionnelle africaine, la science et l'économie du savoir interafricain. Et il se trouve, bien sûr, vous le savez, il se trouve que ce sont des programmes qui sont écrits, qui sont bien écrits, qui sont là, qui présentent des visions intéressantes, qui listent même un ensemble de sous-programmes intéressants. Je vous dis, rien que dans le domaine du partenariat scientifique dur, c'est-à-dire le deep tech africain, il y a 12 programmes qui sont listés par l'Union africaine et qui attendent malheureusement d'être pragmatisés, d'être chiffrés, de trouver bien sûr les financements, de trouver les têtes de chapitre pour leur exécution. Donc nous avons une stratégie ou des stratégies, mais reste bien sûr à opérationnaliser ces stratégies. Alors donc le premier point, l'enseignement supérieur et la recherche sont pendants, parce que pourquoi fait-on de l'enseignement supérieur? C'est pour faire réellement de la recherche. Et la recherche également mondiale, la recherche mondiale est en train d'évoluer. Beaucoup de recherches, 2 millions d'articles scientifiques annuellement, également concentrés dans les milieux de recherche classiques, qui restent les États-Unis, l'Europe, mais de plus en plus de nouvelles puissances scientifiques et de recherche naissent devant nos yeux et nous donnent, bien sûr, matière à réflexion. Alors la Chine, c'est tout à fait naturel, parce qu'elle a une stratégie, elle a des ressources, elle a une dimension qui l'aide, bien sûr, à développer, et elle a également, c'est aussi un des éléments qu'on peut copier chez les Chinois, c'est son aptitude à mobiliser sa diaspora. Alors, elle a envoyé un certain temps beaucoup de Chinois à travers le monde, et en particulier aux États-Unis. Alors, par la suite, elle s'est attelée à attirer justement cette diaspora, et elle fait aujourd'hui de cette diaspora une ressource humaine très très productive qui produit et qu'elle utilise pour réaliser ce qu'elle est en train de réaliser de bien sûr en Chine. Alors il y a aussi deux contrées qui sont très prolifiques en matière de recherche et qui peuvent aussi nous inspirer et qui sont de nos dimensions. Et il y a bien sûr la Corée du Sud, dont tout le monde parle. Alors, sur 4 ans, les dernières 4 années, elle est première au monde dans l'indice mondial de l'innovation. L'innovation, qui veut dire bien sûr l'application tout simplement de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Donc pourquoi fait-on bien sûr de la recherche et de l'enseignement supérieur? C'est pour innover, c'est pour utiliser bien sûr dans l'économie ces recherches. Et il se trouve bien sûr que la Corée du Sud est aujourd'hui la première et elle persiste et signe pour montrer qu'il y a de la continuité dans le temps de ces aptitudes innovantes. C'est aussi le cas de l'Australie. L'Australie aussi est un cas que nous devons analyser, que nous devons étudier. Et là, je voudrais tirer juste un élément très intéressant aussi chez l'Australie, c'est sa capacité à attirer tout simplement les créateurs et les talents à travers le monde. Vous le savez, et nous sommes en plein dans la discussion de l'intelligence économique, et l'intelligence économique n'est rien sans bien sûr les talents et ce qui fait aujourd'hui, donc fini les guerres directes, la guerre économique continue, mais la guerre aujourd'hui c'est la guerre des talents. Celui qui arrive à attirer les talents là où ils existent, et c'était le cas, le succès bien sûr des États-Unis fait qu'ils se sont bâtis parce qu'ils ont attiré des talents de travers le monde. C'est ce que fait aujourd'hui, c'est ce que font d'autres pays comme l'Australie que je viens de citer. Alors c'est ce que fait également la Chine vis-à-vis de ça. Alors la mobilité bien sûr des chercheurs, c'est aussi
un des éléments marquants. Et il se trouve que malheureusement l'Afrique est aujourd'hui saignée, puisque le peu de chercheurs africains sont attirés ailleurs par des environnements meilleurs, par des plus motivants. Et il se trouve que nous avons un problème à ce niveau. Donc c'est une problématique aussi à résoudre. Alors d'aucuns disent bien sûr que c'est bien que l'Afrique puisse envoyer ces chercheurs ailleurs. L'essentiel, c'est qu'elle reste en réseau avec ces chercheurs pour qu'elle puisse exploiter ce qu'ils peuvent donner également à l'Afrique. Alors, la mobilité, bien sûr. Alors, l'Afrique, dans tout cela, l'Afrique, bien sûr, nous sommes, aujourd'hui tout le monde le sait, au-delà des chiffres, puisque également l'enseignement supérieur africain avance. Le nombre de chercheurs africains avance également, aussi bien en Afrique, mais également à l'étranger. Mais la problématique qui se pose à ce niveau, et tout le monde le sait, c'est que le monde universitaire aujourd'hui est en crise pour de multiples, bien sûr, difficultés. Il est fastidieux de les passer, je pense qu'on les connaît à travers le cas marocain, à travers divers pays, mais il y a aussi des pépites, il y a aussi des réussites en Afrique. Alors il y a quelques pays qui donnent les exemples. Donc nous avons quelques, bien sûr, présences au niveau des classements mondiaux, avec les universités, 3 universités en particulier d'Afrique du Sud, une université égyptienne, quelques autres universités d'autres pays également avancent de plus en plus. C'est le cas au Nigeria, c'est le cas du Maroc, c'est le cas également de Tunisie. Donc il y a un certain nombre d'évolutions positives qui se font à ce niveau, donc au niveau universitaire et au niveau des capacités de recherche. Il y a également une nouveauté, comme cela se fait à travers le monde, puisqu'il y a également quelques pays qui arrivent à organiser leur force de frappe en termes de hub de recherche. Donc il y a quelques pays, en particulier de petits pays, qui réussissent, on citera le Botswana, donc, puisque c'est un pays aussi connu, qui arrive à s'organiser, à organiser le peu de centres d'excellence dont il dispose, dans une structure à gouvernance positive qui arrive à être visible et productive à l'échelle internationale. Puisque en la matière, il faut être visible, bien entendu, et il faut être indexé, il faut être recensé sur les tablettes de recensement mondial. Donc ce qui fait que, naturellement, l'Afrique aussi est présente par le biais d'un certain nombre aussi de chiffres qui arrivent à percer difficilement, mais qui sont là, puisqu'il y a également une présence au niveau des brevets déposés dans chacun, et en particulier dans quelques pays, des brevets naturellement, au niveau des exportations qui changent également, puisqu'il y a une forme et un certain degré de technologie qui apparaît dans nos exportations. Il y a également une montée, donc au niveau également du numérique, et en particulier de la création de quelques start-up numériques qui commencent à être présentes et visibles à l'échelle internationale, et qui sont, comme ce qui se fait à travers le monde, malheureusement qui n'arrivent pas elles-mêmes, parce qu'il ne suffit pas d'être une start-up, il faut passer au scale-up. Il faut grossir ce qu'ont fait les GAFA, justement. Les GAFA, ils ont commencé comme étant des start-up, mais ils ont réussi à grandir, à devenir scale-up, à prendre de l'échelle pour devenir. Ce que nous n'arrivons pas, et c'est un des malheurs justement que créent aujourd'hui les GAFA, c'est que dès qu'une start-up, et justement les start-up africaines sont sujettes à cette voracité, c'est que dès qu'elles apparaissent, elles sont dévorées donc, par les grands, et c'est une des problématiques bien entendu. Alors ce qui fait que l'Afrique peut réussir, elle doit continuer
dans cette niche des startups, mais aussi dans les deep tech. Et il y en a quelques-unes qui réussissent. Parce que, et c'est aussi une bonne curiosité, je n'ai pas le temps de passer les chiffres justement de ce qui se fait en Afrique, nous avons des chiffres aussi intéressants dans le domaine scientifique, dur, pur, que ce qui se fait à travers le monde, par tête d'habitant. Alors, il faut relativiser. Donc, ce qui fait que nous avons un potentiel immense en matière de possibilités scientifiques pures. Donc, ce qui fait aussi bien en informatique, dans le télécom, etc., mais également dans le deep scientifique, donc dans lequel les Africains sont de plus en plus présents et ils peuvent justement percer dans ces... Alors, ceci très rapidement, il me reste 2 minutes donc pour aller vers quelques propositions. Alors, juste pour vous dire que nous aurons quand même une population assez importante d'étudiants, également, donc rien que le chiffre de 10 millions d'étudiants à l'horizon 2021, c'est... alors nous serons à 15 millions déjà, donc même à 18 à l'horizon 2030. Donc c'est dire qu'il faut compter sur cette population et sur le savoir et la recherche africaine pour changer le visage de l'économie et du développement africain. Alors juste rapidement, alors donc je vous le disais, on a fait dans le cadre de l'IRES et notamment quelques recherches sur le système de recherche scientifique et de l'innovation pour le monde arabe, pour le Maroc, naturellement, et pour l'Afrique. Pour l'Afrique, c'est une étude qui est en train d'être actualisée. Alors, il y a eu quelques propositions qui ont été faites. Alors, au-delà de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, et en particulier au niveau des ressources humaines, et de la création d'une force de frappe africaine, en particulier à travers l'échange interafricain d'étudiants et de chercheurs, donc un Erasmus d'étudiants et de chercheurs africains. Alors il y a quelques propositions. Alors les propositions naturellement, la première sur l'axe développement économique. On ne peut pas développer le savoir si on n'arrive pas naturellement à linker ce développement économique sur l'économie. Alors, vous le savez, aujourd'hui, le développement à travers le monde se fait à travers des chaînes de valeur. Alors, les chaînes de valeur, elles se développent dans certains pays. Aujourd'hui, au Maroc, nous, dans le Maroc, puisque nous y sommes, mais il y a d'autres pays africains, donc ils réussissent à développer un certain nombre de chaînes de valeur industrielles. Mais la chaîne de valeur, comme vous le savez, elle va depuis le départ, c'est-à-dire depuis la recherche-développement, vers l'usinage, donc la fabrication, jusqu'au marketing, donc et l'intelligence des marchés. Il faut être sur toute la chaîne. D'ailleurs, théoriquement, on appelle la courbe du sourire. Hein? Du sourire, ça veut dire donc sourire, partir depuis la recherche-développement jusqu'à la maîtrise des marchés. Marché, et on va en parler, la data. Donc il faut être présent dans la recherche-développement, il faut usiner et fabriquer, mais il faut aussi vendre, il faut également exploiter le marché, exploiter la data et développer notre présence sur les marchés à travers une intelligence des marchés, pas simplement une intelligence économique. Et donc la première des propositions, donc l'Afrique, si elle veut aller loin, il faudrait naturellement qu'elle puisse linker son savoir sur son économie. Et linker veut dire naturellement qu'il faut qu'elle dépasse le seuil de la sous-traitance, chose que nous faisons dans beaucoup de pays, parce que cette sous-traitance, elle est intéressante, elle crée bien sûr de l'emploi. C'est le premier problème bien sûr de l'Afrique aujourd'hui, mais il faut que nous utilisions de plus en plus de recherche-développement, il faut que nous soyons capables de négocier avec les investisseurs étrangers et avec les investisseurs locaux, qu'ils puissent transférer et qu'ils puissent utiliser plus de brins africains dans la production africaine.
Et il faudrait ensuite, bien sûr, que l'on puisse exploiter la data mondiale, et ça, nous pouvons le faire. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous donnent une chance, et certains pays aujourd'hui, africains, très petits sur le plan dimension économique, montrent au monde qu'il y a de la créativité africaine et qu'ils réussissent sur un certain nombre de niches de création économique et technique. Nous devons bien. Alors là aussi, nous avons une grande faiblesse, puisque la data, malheureusement, notre data, nous sommes beaucoup plus des fournisseurs de data pour le monde que des utilisateurs de data mondiale en faveur de nous-mêmes, de nos pays, de nos entreprises. Donc là, nous devons véritablement, et c'est l'objet d'un colloque comme celui-ci, donc l'intelligence économique, c'est-à-dire comment arriver à maîtriser notre data, à la sécuriser, à l'utiliser pour notre développement économique. Donc le premier élément, alors là, il y a plusieurs, naturellement, propositions qui devaient être étudiées. Alors on en discute tellement au niveau de l'Union africaine. Alors la première des choses, c'est de créer tout simplement des chaînes de valeur régionales au niveau Afrique. Nous avons énormément de possibilités. Nous avons des mines, nous avons le tourisme, nous avons de l'industrie de consommation sur laquelle nous pouvons constituer. Nous avons de l'agroalimentaire. Donc nous avons énormément de possibilités. Deuxième élément sur lequel, donc, il nous manque et sur lequel nous devons bien sûr bâtir pour qu'on puisse avancer, pour développer véritablement notre économie et notre savoir-faire, c'est l'axe institutionnel et de gouvernance. Nous sommes dans tous les indices mondiaux en retard sur ce plan institutionnel et sur le plan de... Alors ça va naturellement de la démocratie jusqu'aux choses les plus concrètes dans la gestion, la gouvernance dans nos entreprises, dans nos ressources humaines, dans notre manière de faire, de mobiliser les cadres dans nos entreprises, le genre dans nos entreprises, et donc le retard immense que nous accumulons dans le domaine de la mobilisation de la femme pour le développement économique. Alors donc, gouvernance, c'est un axe aussi très important. Dernière minute, Monsieur le Président, bien sûr l'axe de l'éducation et de l'application effective, parce que c'est à travers l'éducation, et donc nous avons des problèmes, donc je discutais tout à l'heure aussi bien, et l'éducation, nous ne pouvons pas sauter, bien sûr, la maternelle, le primaire, le secondaire, pour aller directement au MOOC et tout autre genre, naturellement, de formation nouvelle, sur lesquelles nous devons être présents et nous avons à faire, mais nous devons naturellement améliorer, révolutionner notre axe d'éducation depuis la tendre enfance, bien sûr, en embarquant les femmes surtout, où nous avons encore des retards immenses. Alors l'axe des domaines mondiaux de recherche scientifique et de rêver. Et puis l'axe, dernière phrase, c'est l'axe culturel et de la société civile. Nous avons énormément à gagner parce que quand je disais tout à l'heure, donc en commençant, que la société civile peut faire son travail dans le développement économique et dans l'intelligence économique, alors il faudrait que l'on sache qu'il faut rendre l'intangible africain en économie tangible. Et nous avons énormément de choses. Pourquoi notre musique africaine réussit bien aux États-Unis ou ailleurs et ne réussira pas localement? Donc toute la culture à exploiter et nous avons énormément à faire. Je vous remercie. J'excuse si j'étais un peu lent. Merci M. Azera de nous avoir fait voyager dans les arcanes des Afriques. Et donc je pense que tout le monde a compris que, à travers son intervention, il n'y a pas d'intelligence économique sans le savoir, et il n'y a pas de savoir sans l'État. Et depuis l'intervention de M. Azera, devoir penser un peu certaines actions stratégiques
qui permettent de fédérer, de mutualiser et de capitaliser. Et donc toute son intervention lisait un peu sur un programme qui permet, si vous voulez, de donner plus de taille à l'Afrique. Parce que le programme interuniversitaire, Erasmus interuniversitaire, etc., malgré que aussi il y a certaines expériences assez timides qui émergent en Afrique. Et donc, si vous voulez, pour résumer rapidement, l'intervention de M. Azera, il s'inscrit dans une démarche volontariste. C'est-à-dire comment les pays africains puissent se prendre en charge et prendre leur destin en main, en initiant certaines actions stratégiques. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de discuter un peu de certains éléments qui me semblent importants à retenir. Sans tarder, je passe la main à M. Régis Nsukiki, consultant au cabinet de Régis et Associés, dont l'intervention portera sur l'expérience de l'intelligence économique au Gabon. À vous, cher monsieur. Alors, le cabinet Régis Associés a été créé, c'est un jeune cabinet qui a été créé récemment par la seule volonté de son fondateur que je suis. Après une longue expérience à la Confédération patronale gabonaise, où j'ai été secrétaire général, j'ai donc décidé de me lancer et de faire autre chose qui serait en lien un peu avec ce que j'ai fait sur le terrain, au quotidien, tous les jours, pendant une quinzaine d'années. Alors, au niveau du Gabon, la question de l'intelligence économique s'est posée à moi, après avoir fait une formation d'abord à Sciences Po, où j'ai un peu regardé les questions de façon globale sur les grandes problématiques économiques, sur les questions de géopolitique. Et je me suis donc intéressé un peu à la question sur l'intelligence économique. Donc je suis allé à l'école de guerre économique. Et donc à la suite de quoi j'ai donc créé mon cabinet, ça fait 2 ans. Et qu'est-ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est que finalement, en réalité, nous faisons de la veille, ou j'ai envie de dire de l'intelligence économique, même parfois sans le savoir, au quotidien. Nous collectons les informations que nous utilisons spontanément. Nous ne les sécurisons pas par la suite parce que finalement, parfois, on les laisse à la disposition de tout le monde et tout le monde a accès à nos données. Tout le monde peut donc faire ce que nous faisons. Nous regardons beaucoup plus ce que fait le concurrent en disant « mais oui, mais puisqu'il a fait ça, moi aussi je vais le faire, je pense que ça va marcher », mais souvent oubliant que cette question-là, il y va quand même de la survie de notre entreprise. Au niveau du Gabon aussi, effectivement, la question de l'intelligence économique est quelque peu appréhendée par les grandes entreprises. Je suis sûr que c'est un peu partout comme cela en Afrique. Les PME souffrent quand même de ce déficit-là. Les PME ne comprennent pas toujours quand vous leur parlez de faire une veille, de protéger leurs données, de réfléchir un peu plus sur comment innover, comment s'agrandir. Ils vous disent, mais l'intelligence économique, si c'est savoir ce que je dois faire, j'ai un service marketing, oui, c'est le marketing, oui, je regarde, oui, mon directeur financier, mon cabinet m'a expliqué ceci ou cela. Mais alors je leur explique, je dis non, faites attention, je ne reviens pas sur les grandes théories livresques de la question de l'intelligence économique, mais tout simplement leur dire que l'intelligence économique, c'est une méthode, c'est une approche globale qui vous permet d'aller de l'avant vers votre propre survie à vous, mais également votre développement à vous. Parce que au-delà de ce que vous pouvez collecter comme information, ce que vous faites au quotidien, il y a quand même la question des risques que vous encourez au quotidien, que ce soit le risque en matière de ressources humaines, en matière juridique,
ou quoi d'autre, là, vous êtes totalement exposé vers l'extérieur. Vous vous étonnez en permanence que vous avez une très bonne idée et vous vous dites, oui, mon idée elle est géniale, je vais la développer, je vais essayer de voir, je suis convaincu, j'ai vu quelqu'un qui m'a expliqué, je vais avoir les financements. Et que 2 jours après, vous êtes surpris que quelqu'un vous apporte la même idée et vous dit, bon, écoutez, moi j'ai les financements qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut, moi je veux m'implanter et puis développe cette idée-là. Et vous êtes là, vous dites, mais c'est mon idée, mais oui, mais c'est votre idée, mais qu'est-ce que vous avez fait pour la protéger, pour la mettre à l'abri de tout le monde? Rien du tout. Donc, c'est en cela que l'intelligence économique peut vous apporter un peu plus dans la méthode, la façon de faire. Et au niveau du Gabon, il n'y a pas un cadre formel, comme il en existe un peu dans certains pays. Je sais qu'au Congo, à Brazzaville, il y a des prémices de mise en place. Au Cameroun également, il y a des actions qui ont été développées. Mais au Gabon, on est beaucoup plus axé sur les questions, pour le moment, sécuritaires, mais qui sont très embryonnaires, tournées essentiellement vers les questions de l'administration. Alors, il faut dire que l'État joue un rôle très important sur la question un peu de l'intelligence économique par la mise en place des mécanismes d'incitation d'attrait des investisseurs. Nous avons fait appel au Gabon à pas mal de cabinets d'intelligence économique qui ont intervenu. À l'époque, j'étais moi-même secrétaire général de la Confédération patronale gabonaise qui regroupe quand même des grandes sociétés multinationales qui sont installées au Gabon. Donc j'étais constamment en contact avec ces intervenants des cabinets d'intelligence économique et on a longuement discuté sur ces questions, sur les forces et faiblesses un peu qu'avaient les entreprises au niveau du Gabon. Le gouvernement a mis d'énormes efforts, a fait d'énormes efforts dans le développement un peu de l'attrait des investisseurs, dans le développement de la diversification de son économie. Aujourd'hui, nous avons un retour qui est en train de se faire. Certains secteurs d'activité aujourd'hui sont suffisamment bien développés, mais cela également grâce à un effort, à une sensibilisation des acteurs de ce secteur-là qui sont aujourd'hui sensibilisés sur la question, mais il reste néanmoins que ce sont des sociétés qui sont des multinationales qui sont bien conscients de la situation, de la concurrence, des influences extérieures qui peuvent effectivement jouer sur le développement sectoriel ou le développement de façon globale du pays. Au niveau du secteur privé, je pense qu'il y a un rôle que les organisations intermédiaires, comme les organisations patronales ou syndicales des employés, peuvent effectivement jouer. Au niveau des organisations patronales, le rôle qui a été le nôtre, c'est justement de faire une veille juridique, une veille constante sur les évolutions de l'économie, aussi bien au niveau national qu'international, pour permettre justement aux acteurs qui sont présents d'évoluer dans un sens ou dans un autre. Bien entendu, nous faisions sans savoir effectivement qu'il y avait là une nécessité majeure, mais au quotidien, ça a été un peu le rôle qui était dévolu à cette organisation que je présidais jusqu'à encore il y a 2 ans. Et donc, mon rôle consistait donc à pouvoir déceler les signaux faibles dans mon environnement et de saisir les acteurs du secteur en leur disant « faites attention, il y a quelque chose qui se passe près de nous ou loin de nous, mais qui finira par arriver chez nous ». Donc, tout de suite, les acteurs prenaient conscience, regardaient la faisabilité par rapport à leur entreprise, si c'était possible ou pas. Quand ce n'était pas possible, ils revenaient vers l'organisation patronale en disant « mais voilà, cette problématique a été posée par vous, comment
ensemble, nous pourrons mutualiser nos efforts pour faire face à ces difficultés que nous pensons être pertinentes. Bien entendu, c'était toujours la préoccupation des entreprises intermédiaires, des moyennes entreprises, mais les grandes entreprises trouvaient toujours des solutions, puisque aujourd'hui, les grandes entreprises, finalement, face un peu à l'enjeu mondial sur la question de l'intelligence économique et la sensibilisation qu'elles ont de leur maison mère, se rendent bien compte qu'il y a lieu aujourd'hui de se tourner vers un peu la question de l'intelligence artificielle par l'innovation. Donc là également, aujourd'hui, au niveau du Gabon, nous avons développé beaucoup de centres d'innovation pour les jeunes, que ce soit dans le numérique ou autre, et beaucoup d'entreprises se retournent vers ces centres-là pour essayer de trouver des outils appropriés pour développer leur business. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une innovation. L'effort également qui est fait aujourd'hui, c'est d'essayer de sensibiliser un peu les entreprises vers une mutualisation de tout le savoir, de toute la connaissance qu'elles disposent sur la question de l'intelligence économique, sur les réels problèmes d'attaque, de cybercriminalité, parce que là également, il n'y a pas vraiment un travail qui est fait là-dessus, parce qu'au quotidien, les entreprises se plaignent d'avoir des difficultés ou d'avoir des problèmes dans leur système informatique. Mais aucune analyse réelle n'est faite, si ce n'est au niveau de l'administration qui a réussi à mettre en place des systèmes de veille pour sécuriser un peu leur système informatique des administrations. Et là, on observe effectivement des risques très importants. Ce qui est important quand même à retenir au niveau du Gabon, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui, j'ai envie de dire, mis en second rang. Il y a une réflexion qui est en train d'être menée, mais cette réflexion ne peut être importante et valorisante, j'ai envie de dire, que si effectivement il y a suffisamment d'acteurs. Il y a également des universitaires qui s'intéressent à la question. Or, malheureusement, on remarque qu'au niveau de l'université ou des enseignements ou des établissements d'enseignement public ou privé, le sujet porte peu d'intérêt. Et c'est un peu là toute mon inquiétude quand je me rapproche de ces établissements en leur disant non, mais il faut aujourd'hui actualiser un peu vos modules de formation parce que si vous ne le faites pas, vous allez être dépassé par les autres et non seulement vous formez vos étudiants sur des choses qui ne sont plus d'actualité, qui, face à la concurrence mondiale, ne seront pas prises en compte. C'est un peu dommage. Alors, les réponses sont souvent diverses et je me dis, pour le moment, tant que les gens n'ont pas encore pris conscience, il faut jouer un peu cet éclaireur qui va passer partout pour prêcher de la bonne nouvelle. Et puis peut-être qu'un jour, en ayant un peu plus d'intervenants, on pourra modifier un peu nos comportements sur le terrain. Donc, cette expérience-là que je partage avec vous résulte d'une longue pratique, d'abord sur le terrain, puisque l'essentiel du travail au niveau de ce que nous avons fait au niveau du patronat a été porté sur les questions de lobbying énormément. On a beaucoup travaillé sur ça. Ça a porté beaucoup de fruits. Ça a permis effectivement d'avoir un dialogue public-privé très favorable à l'accroissement des affaires, avoir une bonne stabilité politique avec au niveau national. Ça a été plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre où il faut passer à une meilleure coordination de tout ça sur le terrain avec l'ensemble des acteurs. Et c'est là, aujourd'hui, toute la problématique.
Et c'est ce travail qui doit être fait au niveau du Gabon, et pas seulement au niveau du Gabon, au niveau même de la sous-région CEMAC, puisque contrairement à la CEDEAO, la CEMAC n'a pas encore légiféré sur la question, et je pense que c'est là tout le gros problème. On parlait des grands ensembles, une organisation des grands ensembles dans le cadre du plan de l'Union africaine 2063. Il faut y penser maintenant, il ne faut pas attendre 2063. Si on attend, on sera en retard, le train du développement sera passé et nous allons, en dépit de tout, essayer de courir après le train. Mais s'il y a un seul passager qui manque et que le train finalement Afrique prend du retard, ce n'est pas une bonne chose. Voici un peu, c'est sur ces quelques mots que je me suis dit que je voulais échanger avec vous et partager avec vous un peu cette expérience. Je vous remercie, monsieur le maire. Vulgariser l'approche, comment sensibiliser, comment former, comment mobiliser les acteurs pour qu'ils puissent travailler en réseau. Parce que l'approche intelligence économique, c'est une approche foncièrement, c'est une organisation en réseau. Et donc la logique qui existe actuellement, vous avez des acteurs très isolés et dont les vues qui sont très éclatées, et ça ne permet pas de faire émerger, si vous voulez, émerger cette intelligence économique qui puisse être au service, si vous voulez, des entreprises et des pays africains. Donc sans tarder, je passe la parole immédiatement à M. Toupir, qui va, dans l'intervention, va porter sur l'intelligence économique, recherche scientifique et Big Data. Directeur du laboratoire de recherche en intelligence stratégique de l'université Hassan II de Casablanca. À vous, chers collègues. Dans cette ville qu'on aime tant, où une grande partie de ma famille habite à l'image de M. Azira, donc ce n'est pas juste la famille qui me fait venir, mais aussi l'intérêt du sujet aujourd'hui. Je tiens à remercier les organisateurs pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour réussir un tel événement. Et on sait, nous, on va dire chercheurs ou des gens qui travaillent dans la recherche, c'est très difficile de réussir un événement d'une telle ampleur. Le participant, il ne peut pas voir toute la difficulté et tout le travail qui est fait dans l'ombre pour réussir à arriver à un tel événement de ce genre. Je remercie en particulier mon ami M. Dafir, à qui j'ai beaucoup de respect en termes de chercheur, mais aussi en termes de quelqu'un qui s'implique à fond. Je n'oublierai pas aussi de remercier Oussad Atta et tous les autres membres de l'organisation. Alors, je vais commencer peut-être par présenter le laboratoire que j'ai l'honneur de diriger il y a maintenant quelques années, depuis 2013. Et c'est un laboratoire de recherche en intelligence stratégique. Bien sûr, c'est un laboratoire d'abord universitaire. Ça n'a rien à voir avec, on va dire, les centres de recherche privés ou qui dépendent des grandes boîtes qui ont beaucoup de moyens. Vous savez tous, vous appartenez en majorité à l'université et au monde universitaire. Et comme certains intervenants l'ont déjà souligné, la recherche scientifique n'est pas à ses beaux jours et elle souffre, elle continue de souffrir malheureusement. Et malgré ça, il y a des gens qui continuent à travailler, à publier, à participer à des colloques et à avancer pour essayer un petit peu de redresser ce qu'il y a à redresser en termes de participation, on va dire, à l'environnement du savoir dans notre pays et dans notre continent. Depuis 2008, on va dire l'ancêtre du laboratoire, qui était le laboratoire de management de l'information stratégique et intelligence économique, et qui a travaillé pendant un mandat, on va dire jusqu'à 2013, et qui a été, on va dire, réorganisé en laboratoire d'intelligence stratégique, qui actuellement est l'un des rares laboratoires, on
on va dire, dans le monde universitaire qui s'intéressent à la question de l'intelligence économique, la question de la veille stratégique et toutes ces questions, on va dire, relatives à l'information et à la donnée. Nous avons eu pas mal d'expériences, certaines réussies, d'autres malheureusement moins, mais c'est surtout à travers les thèses de doctorat soutenues dans notre laboratoire. On peut facilement citer une bonne dizaine de doctorats depuis 2010 qui se penchent essentiellement sur les questions de l'intelligence économique, l'intelligence territoriale, l'intelligence économique pour l'entreprise, les politiques d'intelligence économique. Donc ce sont des questions qui reviennent. Elles reviennent des fois, les mêmes sujets sont à nouveau reformulés parce que l'environnement change, parce que les questions de développement bousculent on va dire les sources de production du savoir, qui sont l'université. Et donc nous continuons à œuvrer avec nos moyens pour essayer de définir des cadres logiques de réflexion sur l'intelligence économique. Mon intervention qui va être résumée, parce que normalement je devais présenter demain, et j'avais prévu d'ajouter pas mal d'éléments pour enrichir un petit peu la présentation, mais je pense qu'il y a déjà matière à discuter et surtout à poser des questions pour la population des jeunes chercheurs. Quand je dis Big Data, recherche scientifique, intelligence économique, c'est surtout cette nouvelle génération de chercheurs qui est interpellée et qui est bousculée par ce phénomène qu'on croyait tous un phénomène passager. Oui, un phénomène de mode, les big data, oui, c'est très bien, tout le monde en parle, tous les sites. Et finalement, il se trouve qu'il est problématique pour le chercheur, en particulier le jeune chercheur, qui est souvent mal outillé pour, on va dire, aborder des thématiques qui sont très récentes et qui sont souvent très peu abordées, en particulier en sciences sociales, en économie, en gestion et en management. Le manque aussi de formation en intelligence économique et veille stratégique n'aide pas le jeune chercheur, par exemple, en un cycle de master, à se préparer pour attaquer l'environnement et l'écosystème Big Data. Tout à l'heure, à la pause, j'ai demandé à une jeune étudiante du master Finance, Banque et Investissement de la faculté des Arts, est-ce que vous avez une matière d'intelligence économique ou un séminaire d'ouverture? Elle m'a dit, non, on n'en a pas. Je ne veux pas dire que cette formation a des lacunes, mais toutes les formations en sciences sociales, en sciences économiques, celles du master, rares celles qui ont anticipé la question de l'intelligence économique avec des séminaires ou des formations. Alors il se trouve que nous, à Mohammedia, on avait fait une expérience très intéressante dans un master sur l'intelligence commerciale, intelligence marketing et commerciale pendant 2 années, et malheureusement on n'a pas pu continuer avec ce master parce que on va dire la mobilisation des experts et des spécialistes pour réussir une telle formation était trop lourd pour les charges, on va dire, de la formation. Donc même s'il y a des fois quelques bonnes volontés, pour réussir, on va dire, à drainer les spécialistes et les intéressés, il faut aussi un minimum de moyens. Donc je ne vais pas revenir sur la question encore des financements et aussi de l'accompagnement. Je vais peut-être... alors, je n'ai pas de plan, parce que ma présentation n'est pas très très longue, et elle va suivre un fil conducteur que je considère naturel, en partant de cette constatation, qui n'est pas la mienne, que j'ai relevée dans un des anciens livres de l'analyse des données, qui commençait par cette phrase qui dit, bien, au début, il y a les données.
toutes les données. Quand on lit cette phrase, on ne voit pas le sens en profondeur du mot toutes les données. Et la recherche classiquement faite dans nos laboratoires et par nous les chercheurs se base sur une forme de données qu'on qualifie de structurées. C'est des données qui ont habituellement des formes de tableurs, de séries statistiques ou encore de variables statistiques observées sur des échantillons de taille connue, de taille limitée, et bien sûr qui ont été collectés selon on va dire, les procédures classiques, etc. Et on commence à analyser pour peut-être arriver à des prévisions, etc. Actuellement, le fait que les données ont bénéficié de toute la révolution numérique et technologique, eh bien, le chercheur ne sait plus quelles sont les données disponibles et qui les a produites. Souvent, contrairement à ce qui se faisait dans les années 80, 90, voire début des années 2000, où les encadrants, nous les encadrants des jeunes chercheurs, nous avions pris cette, j'allais dire mauvaise habitude, mais c'est tout simplement cette habitude de travailler avec des données structurées et que nous ne sommes pas prêts à prendre le virage Big Data et accompagner nos étudiants. Donc quand je dis les jeunes chercheurs, je souligne, on va faire avec un petit clin d'œil, la responsabilité à nous, les encadrants. Parce que le jeune chercheur, quand il débarque dans une problématique de recherche dans une école doctorale, il va suivre un peu l'exemple des directeurs de recherche, des encadrants et des professeurs qui, eux-mêmes, n'ont pas pris le virage Big Data, le virage de l'information. Et c'est pour cette raison que je considère que la recherche scientifique a beaucoup de questions à se poser actuellement. Non seulement, là, comme vous le constatez, je ne parle pas du Maroc ou de l'Afrique, mais je parle de manière ouverte, même si d'autres régions du monde nous devancent et ont pris conscience, alors que nous sommes toujours dans la phase d'étonnement et la phase de découverte. Et comme la recherche scientifique et le positionnement scientifique, il est mondialisé, et ça fait qu'il y a une carte on va dire, d'influence et de concurrence au niveau international, et on connaît très bien notre position en tant que continent africain, ou en particulier en tant que pays, le Maroc. Alors, sachez, en fait, je ne vous apprends pas grand-chose, parce que tout le monde vit la révolution de la donnée, que actuellement, ça c'est une constatation qu'on peut facilement, avec quelques clics, retrouver son équivalent sur Internet, qui dit que la grande majorité des données récoltées actuellement sont très récentes. Et je ne vais pas rentrer dans les comparaisons pour dire qu'est-ce qu'il en est dans les années 90 ou les années 2000. Mais sachez que 90%, plus ou moins, des données qui existent actuellement, qui sont le champ de travail d'un chercheur, ne datent qu'il y a quelques mois, voire quelques années. Donc, là, il y a une constatation à faire et peut-être à se poser beaucoup de questions sur comment explorer ces grandes masses de données dans un cadre, bien sûr, d'intelligence économique. Parce que l'intelligence économique, je vais essayer de l'introduire en tant qu'outil ici. Voilà. L'outil de l'intelligence économique ne concerne pas que, on va dire, la compétitivité de l'entreprise ou les politiques publiques d'intelligence économique, mais il y a aussi la question de la recherche scientifique. Donc dans notre communauté, on va dire, de la recherche, l'intelligence économique ne devrait pas être seulement un axe de recherche. Tel étudiant travaille sur la question de l'intelligence économique. Mais c'est une question d'un environnement, d'un écosystème qui doit être régulé pour tirer le maximum, on va dire, de valeur des acteurs et de la production scientifique. Et je vais peut-être, à la fin de la présentation, présenter un ou deux slides
où il y a beaucoup de questions qui nous interpellent tous. Donc voilà, je n'ai pas mis de flèche entre on va dire ces trois éléments fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des allers-retours, on peut dire la recherche opérationnelle interpelle l'intelligence économique, mais il y a aussi le contraire. L'intelligence économique interpelle aussi la recherche scientifique. Je ne citerai que l'exemple de l'intelligence territoriale, où souvent on parle de cluster. Qui dit cluster dit pôle de compétitivité, donc l'université doit être présente dans un ensemble de métiers qui convergent, et l'université c'est d'abord la recherche. Alors, le big data c'est l'invité. Moi, je le qualifie comme invité, et parce que nous avons pris l'habitude de voir la question de l'intelligence économique. Certains auteurs, et ils sont nombreux, ils parlent souvent du début des années 2000, l'intelligence économique débarque au Maroc. Moi, je me méfie de ce genre de constat, parce que l'intelligence économique, et je pense que les collègues présents ici l'ont souligné, l'ont bien souligné, l'intelligence économique a toujours existé dans toutes les régions du monde. Peut-être sous des formes non formalisées, peut-être en fonction de l'évolution de certaines, on va dire, civilisations, mais au Maroc, l'intelligence économique a bel et bien existé depuis des siècles et des siècles. Et je citerai le professeur Zahraoui, je remercie qui est présent avec nous ici, quand il m'a rappelé que le Maroc était le premier pays à reconnaître les États-Unis. Et là, je vois un signe d'intelligence économique, précurseur dans il y a pas mal de temps maintenant, sans passer par d'autres exemples parlants. Et donc, ça c'est de l'intelligence économique peut-être non formalisée. Alors, nous, on parle d'intelligence économique au Maroc depuis les années 2000, et ça, je pose un grand point d'interrogation en soulignant à nouveau notre dépendance de l'école d'intelligence économique française, tout simplement. Et non seulement en termes d'intelligence économique, mais dans presque tous les acteurs, on va dire, économiques, dans les secteurs aussi économiques, je veux dire. Et donc, quand on évoque l'intelligence économique au Maroc, c'est par rapport à un décalage de quelques années où la France a pris conscience de l'intelligence économique avec les fameux rapports Marx et Carayan, etc. Donc, ça, c'est en parenthèse pour revenir un petit peu à la question que j'ai voulu partager avec vous, c'est la question les défis des big data concernant la question de l'intelligence économique, mais aussi, et peut-être par voie de conséquence, la recherche scientifique. Alors, la révolution des données, je vais juste citer on va dire, en accompagnant un peu la révolution numérique et technologique, elle est partie de choses plus ou moins contrôlables, telles que les ERP, les CRM, la chaîne logistique, l'intranet, etc., et qui a fini par exploser avec le web 2.0, 3.0, les médias sociaux. Donc, je vous épargne les choses, on va dire, classiques, les objets connectés, le GPS, tout ce qui capte des données et qui les enregistre quelque part, soit dans un cloud ou dans des systèmes d'enregistrement ou de stockage des données. Ce qui fait que la donnée a pris de nouvelles formes, sont des formes qui n'étaient pas connues avant, parce qu'avant on parlait surtout des données structurées. Et j'ai déjà évoqué qu'est-ce que c'est les données structurées. C'est des données classiques, c'est des données limitées en termes de volume, en termes aussi de temporel. On est passé aux données non structurées, où le défi se pose parce qu'il ne s'agit plus de données numériques ou de données textuelles classiques, mais il s'agit de données sous forme images, vidéos, son et tout ce qu'on peut imaginer comme forme, je veux dire, innovante. Ce qui fait que l'évolution des masses de données, et là je vous présente un schéma qui m'a interpellé et qui montre la croissance exponentielle
des quantités de données produites à travers la planète. La source est disponible sur Internet. Et regardez avec moi de 2010, 2015, 2018, 2020. On croirait que nous sommes toujours dans une phase stationnaire et que malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, quand on se place dans le cadre global de l'évolution des données, on ne voit pas de manière globale l'évolution et ça concerne surtout le futur. Regardez 2025, 2030 jusqu'à 2035 et c'est là où il y aura la vraie explosion, la vraie révolution des données. Autrement dit, peut-être qu'aujourd'hui on est impressionné, peut-être qu'on a pris le virage parce qu'on ne peut pas faire autrement de la révolution des données, mais en réalité, les choses sérieuses sont à venir. Et c'est pour cela que les jeunes chercheurs aujourd'hui vont être confrontés de manière obligatoire à la question de la donnée, du traitement des données dans les années à venir. Donc si aujourd'hui on continue, on va dire, à parler des big data en disant oui, mais je peux quand même arriver à des résultats, je peux faire le terrain, je vais faire le travail de manière classique et arriver à des conclusions. Vous allez voir dans les slides à venir que beaucoup de questions méthodologiques vont venir bouleverser nos pratiques et nos habitudes de recherche. Là, j'ai tenu à rappeler en un slide que le concept Big Data ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 90 en fait, dans le domaine spatial bien sûr, où les questions de visualisation se posaient de manière accrue. Bien sûr, il y a le fameux rapport de Gartner en 2008, on commençait à définir les Big Data par leurs caractéristiques, ce qu'on appelle les 3V, en parlant du volume d'abord. C'est un volume tellement grand par rapport aux données classiques, de la vélocité. C'est-à-dire que c'est des données qui arrivent avec une grande vitesse et elles n'attendent pas que vous cliquez sur on va dire le bouton de je veux des données. Les données, elles arrivent vers vous sans que vous le demandiez. Et aussi, ce sont des données très très variées et donc très hétérogènes et donc très hostiles. Alors ensuite, il y a eu plusieurs autres chercheurs ou cabinets spécialisés qui ont dit non, il n'y a pas les trois, il y a d'autres questions caractéristiques à considérer comme la véracité, la valeur et la visibilité. Et la véracité pour évoquer la question de la crédibilité des données. Et là, on est en pleine intelligence économique et guerre économique plutôt parce qu'il y a de la désinformation, il y a de la rumeur, il y a de l'intox et il y a de tout. Et le chercheur, il doit être capable, il doit être outillé pour faire le tri nécessaire dans ces grandes masses de données. Il y a aussi de la valeur, parce que toutes les données ne sont pas porteuses de valeur. Et il y a aussi la visibilité. La question de la visibilité et la traçabilité. Donc vous voyez qu'il ne s'agit plus d'aller sur le terrain, réaliser un questionnaire ou remplir, on va dire, online, de manière très très sympathique, un certain nombre d'éléments pour venir faire de la recherche et faire de la modélisation comme ce que nous faisons tous. Souvent, on le fait de cette manière. Nous allons être interpellés, nous allons être, on va dire, sollicités par les big data et il y aura les gens qui auront la capacité de pouvoir prendre ces mines d'informations et les exploiter, et malheureusement, il y aura le reste, c'est-à-dire les gens qui n'auront pas les compétences nécessaires pour pouvoir tirer de la valeur. Alors, la recherche dans l'univers Big Data, elle a ses spécificités. Je ne vais pas détailler les 5 ou 6 points, je vais peut-être parler d'un ou deux points. La question de l'open data. La question de l'open data qui revient souvent dans les discussions, que ce soit en privé mais aussi en termes officiels, parce que je vous rappelle que même le Conseil économique, social et environnemental, il a fait un rapport en 2013 où il a montré de manière claire et nette
que l'open data devrait être une sorte de priorité pour promouvoir l'environnement du savoir au Maroc. Là, je parle de manière très très synthétique. Et bien sûr, l'université, elle a besoin des données publiques. Et les données publiques sont une des sources de données big data, parce que quand on parle de données publiques, il ne s'agit pas on va dire de données, de rapports annuels qu'on publie de manière très timide, en faisant très attention à ce que les données publiées soient synthétiques et sans rentrer dans les détails. Je signalerai en parenthèse que le HCP a fait on va dire un petit effort dernièrement. Il a commencé, je dis bien il a commencé à ouvrir quelques données, en particulier relatives au recensement de 2014. Bon, maintenant, c'est une première initiative, après beaucoup on va dire de débats sur l'ouverture des données publiques, et je pense que la recherche, elle a beaucoup attiré de l'ouverture des données publiques, que ce soit en termes statistiques, mais aussi toutes les données qui peuvent être exploitées dans le cadre du développement territorial et régional. Il y a aussi tous les risques qui proviennent aussi de l'utilisation, la mauvaise utilisation de Big Data, en termes d'abord d'utilisation de sources non vérifiées, de sources non scientifiques, mais aussi en termes de partage et de protection des données. Parce que la question du partage et de protection, qui relève aussi de la question de l'intelligence économique, concerne aussi les chercheurs. Alors, deux mots pour terminer, Monsieur le Président. Nous sommes en majorité aujourd'hui présents ici dans le cadre on va dire, des sciences sociales, l'économie, le management. Nous sommes dans une faculté aussi de droit et d'économie. Et je tiens à exprimer vraiment l'importance d'intégrer des formations d'intelligence économique au moins au niveau des masters. Je soulignerai, même si ce n'est pas le moment d'en parler, que le projet du bachelor qui est en train d'être discuté avec tout le débat qu'il entraîne avec lui, j'ai eu l'occasion de voir une de ces formes où on a prévu une filière intelligence économique. Alors, je ne suis pas en train de défendre ce projet de bachelor, mais ça m'a fait énormément plaisir de voir que les gens qui ont travaillé sur ça, ils ont au moins compris l'importance de prévoir parmi 3 filières bachelor en économie, une filière d'intelligence économique. Alors ça, il faudrait laisser le temps pour voir, on va dire, l'issue de ce projet du bachelor avec tout le débat qu'il suscite. Je rappelle aussi que dans les facultés de sciences, dans les sciences d'ingénieurs, les systèmes d'information, les gens ont un pas d'avance en termes d'outils d'intelligence artificielle et donc de maîtrise et d'analyse des big data, en termes de data mining, etc. Là, je n'ai pas le temps malheureusement de vous donner des exemples concrets qui montrent les dérives et les dangers d'utilisation des techniques statistiques classiques dans un environnement big data. Je vais juste dire que l'exemple que j'ai évoqué hier avec quelques collègues, c'est quand on a une corrélation statistique de 0,02 qui, normalement, on va dire, présente une corrélation non significative ou nulle, parce que 0,02 c'est très très proche du zéro, dans un environnement big data. 2%, ça peut être porteur on va dire, de valeur. Et on voit bien le changement de paradigme par rapport à l'utilisation de la méthode scientifique. Il y a aussi cette chose qui est très surprenante quand on travaille avec des données big data. Et quand on teste un modèle classique, modèle de régression linéaire et tout ce que vous voulez, le modèle sera toujours accepté. Et tous les coefficients seront toujours acceptés. Ce qui veut dire que les méthodes que nous utilisons actuellement, que nous utilisons dans le cadre de la modélisation, qu'elles soient économétriques ou autres,
seront vite dépassés par l'ampleur des big data dans les années à venir. Et je terminerai en disant que toutes les sciences sociales sont interpellées par ce phénomène. Et j'ai trouvé des citations qui parlent de la fin des sciences sociales, ou encore tous les modèles en sciences sociales sont faux, mais certains sont utiles. Et ce sont donc une sorte de provocation utile qui pousse le chercheur à se poser de nouvelles questions par rapport à sa méthodologie de travail. Et merci, Monsieur le Président. Mais que ce monde-là, qui souhaite investir, ne peut se faire que s'il est capable de maîtriser le monde des big data, le monde des données. Et toute la difficulté liée à quoi? Liée d'abord aux propriétés intrinsèques du big data. Vous avez dit que si ce sont des données qui sont non structurées, non linéaires, qui changent tout le temps, 90% des informations changent en quelques semaines, quelques mois. Et donc, forcément, le chercheur, quel que soit son statut, il est exposé, si vous voulez, à ce qu'appellent les spécialistes à la surcharge informationnelle. Il est exposé aussi à l'overdose informationnelle. D'autres disent à l'info-obésité informationnelle. Et donc, tout le problème, quel comportement adopter en tant que chercheur, qu'on puisse savoir maîtriser l'information. C'est tout le problème est là. Si on n'arrive pas à maîtriser l'information, on ne peut pas développer l'intelligence économique, sociale, marketing, quel qu'il soit. Et donc et ça me paraît évident. D'autant plus que vous avez enchaîné, vous avez dit aussi que ces données qui sont non structurées, non linéaires, forcément posent le problème de la crédibilité. Comment trier? Pose le problème de la valeur. Quelle information est utile, quelle information n'est pas utile. Et pose le problème aussi de la vision. C'est-à-dire, on est exposé, c'est-à-dire comment réduire l'ambiguïté. Et j'ai pas vu qu'enfin, on peut dire que parfois le chercheur, il est prisonnier d'un biais de disponibilité. Il ne prend que ce qui est disponible, il ne l'interroge pas. Et donc c'est un biais cognitif, parfois qui pose problème aux chercheurs, qui sont dire, et qui vont l'emprisonner, si vous voulez, à adopter des démarches très approximatives, qui ne lui permettent pas de maîtriser cette quantité d'informations qui sont très, très colossales. Donc je tiens à vous féliciter d'abord pour le projet, parce que la filière, ça va permettre aux étudiants d'apprendre, les méthodes. Utiliser quelles méthodes utiliser. Parce que les méthodes qu'ils ont fait leur preuve dans l'enseignement avant, elles sont caduques, sont dépassées. Et il faut réinventer les méthodes, les outils, pour pouvoir développer de nouveaux comportements vis-à-vis d'un univers qui devient digital. Et donc ça, c'est très problématique. Merci à vous, chers collègues. Donc, sans tarder, on ne va pas ouvrir il est 2h, pratiquement 2h30. On va prendre quelques questions, si vous le souhaitez, pour qu'on puisse prolonger un peu la réflexion sur certains points que vous souhaitez précis. Donc pour ce faire, pas de débat, si vous voulez des questions, pour qu'on puisse offrir l'occasion aux jeunes, nous intervenants de vous répondre directement. Voilà. Nous nous trouvons effectivement dans ces colloques face à des doctorants ou à des chercheurs qui aujourd'hui utilisent pratiquement tous les objectifs de manière pratiquement normale et courante aujourd'hui. Alors je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous allez analyser, je ne sais pas, les problématiques de circulation ou je ne sais quoi, aujourd'hui la donnée GPS, par exemple, est une donnée incontournable. Donc vous avez la donnée pratiquement que vous rentrez dans le système pour analyser, donc sans se casser la tête avec des statistiques, attendre les instituts qui vont vous produire telle ou telle statistique. Alors nous sommes vraiment aujourd'hui face à un défi majeur. Face à un défi majeur, et pour dire que tout l'écosystème national
doit être conscient des mutations que nous devons faire face à ces changements de disponibilité de données. Donc le big data est aujourd'hui incontournable et donc il faudrait absolument que l'on puisse l'université, en partenariat avec justement les associations et les think tanks qui travaillent dans ce domaine, doivent se donner la main pour réfléchir aux modalités de prendre le train qui est déjà bien en marche ailleurs. Je suis Eyoub Esmaili, doctorant en deuxième année à la faculté des sciences au sein du laboratoire d'intelligence stratégique, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et médias. Je tiens d'abord à féliciter le comité d'organisation d'avoir choisi ce thème d'intelligence économique, un thème très intéressant, très important pour le Maroc et pour l'Afrique tout entière. Je remercie également les intervenants. En fait, je voudrais réagir par rapport à l'intervention de M. Azera, parce que l'économie de la connaissance m'interpelle. Je voudrais focaliser sur le Maroc, parce qu'au Maroc, il y a une vision contradictoire. C'est-à-dire, au moment où on essaie de véhiculer la volonté marocaine théoriquement, le Maroc veut renforcer son insertion dans l'économie de la connaissance, dans la réalité, c'est autre chose. Et je veux citer les piliers, par exemple, de l'économie de la connaissance. On est mal classé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la recherche scientifique et de l'innovation, de la qualité des institutions. Et je reviens, par exemple, au système universitaire. Est-ce que le système universitaire marocain est capable de former des étudiants, des chercheurs capables c'est-à-dire de renforcer, de promouvoir l'économie de la connaissance au Maroc. Une seule question. C'est juste une réaction. S'il vous plaît, J'ai trois questions par rapport à l'expérience gabonaise. Soyez direct pour qu'on puisse faire profiter. Alors, trois questions directes pour l'intervenant par rapport à l'expérience gabonaise. La première question, est-ce qu'au Gabon, il y a une politique nationale d'intelligence économique? La deuxième question, c'est par rapport à la formation. Est-ce qu'il y a des modules de formation au sein de l'université gabonaise? Et la troisième question, c'est par rapport aux actions de lobbying et d'influence. Quelles sont les actions menées au sein du Gabon se rapportant au lobbying, parce que lors de votre intervention, vous avez soulevé uniquement les actions de veille et de sécurité, et je vous remercie. Donc, je m'appelle Alain Kouni, étudiant, chercheur en master financement banque investissement. Donc, comme vous le savez, le système d'information est le cœur de toute entreprise. Donc, comment faire évoluer ce système d'information qui est arrivé rigide et ancien pour exploiter ces nouveaux leviers de création de valeur tels que le big data et les différentes outils technologiques. Donc, ma question s'adresse à tous les intervenants. Bonjour à tous. Je suis Dr. Oulinaki, enseignante à la faculté des sciences économiques et logicielles de l'Université de Ouagadougou au Cameroun. Je remercie vraiment les organisateurs pour le plaisir d'être là. Ma question s'adresse à monsieur qui a parlé des big data. Je sais. Oui, c'est la big data. Je me demande si on est prêt. Est-ce que l'Afrique est prête pour ça? C'est ça ma question. Pourquoi? Parce que vous avez parlé du train, il faut qu'on rattrape le train. Est-ce qu'on peut rattraper un train si on n'a pas de bagages, on n'a pas tout ce qu'il faut pour voyager? On a des personnes non formées en intelligence, on n'a pas d'infrastructure, etc. En Afrique, il y a des régions où
pour indiquer une entreprise, on dit il y a un poteau, tourne à gauche, tourne à droite, etc. Il n'y a pas de rue. Comment on peut faire pour être Les études sont aussi démontrent, donc des études montrent qu'il y a quand même des avancées concernant le Maroc. Donc, quand vous faites l'analyse benchmarking entre le Maroc et ce qui se fait dans le monde arabe et ailleurs, donc c'est vrai, nous mettons le point sur des difficultés, mais il y a aussi des réussites. Donc il y a un certain nombre d'avancées. Je vous dis que, par exemple, et en particulier depuis 2013, donc les récentes évolutions, c'est tout récent, les récentes évolutions des ratios marocains de l'économie de la connaissance sont positives. Donc nous avançons. Alors avec les difficultés que vous venez de signaler, à juste titre, donc au niveau de l'université, puisque l'université est aujourd'hui à la croisée des chemins, puisque vous le savez, il y a une grande difficulté face à l'explosion de la demande, et donc dans les universités en particulier, les universités à accès ouvert. Donc c'est vrai, il y a un problème qui se pose tant au niveau de la gouvernance de cette université, mais également dans l'évolution des méthodes utilisées. Donc le modèle pédagogique aujourd'hui, face à l'évolution mondiale, est appelé à évoluer et à évoluer très vite. Alors ne serait-ce donc qu'au niveau de la recherche, etc. Et donc des nouveaux modes de formation des chercheurs aujourd'hui, nous devons évoluer. Il y a certainement, effectivement, des éléments sur lesquels il faudrait travailler très vite. Alors vous savez, il y a tout un programme en cours 2015-2030 aujourd'hui qui pose un certain nombre de questions, parmi les plus basiques, puisqu'il s'agit de commencer par le commencement, l'école et le collège, etc. Mais il y a aussi des questions urgentes au niveau de l'université, il faut les adresser, vous avez totalement raison. Voilà. Tout simplement, comme je le disais dans mon exposé, c'est quelque chose qui est très embryonnaire, qui est fait de façon éparse par certains acteurs. Nous savons que si effectivement la nécessité dans certains pays, par exemple, qui ont trouvé utile de porter ce débat au niveau national, ont pris des textes pour créer des unités d'IE. Au niveau du Gabon, nous n'avons pas encore institutionnalisé un tel outil. Alors, ce qui fait que, pour répondre tout de suite à la question sur les programmes universitaires, non, il y a une réflexion qui est faite, mais de manière concrète, le débat n'est pas encore assez développé au niveau de l'université. C'est ce que nous déplorons un tout petit peu aujourd'hui. Pour avoir moi-même discuté un tout petit peu avec les universitaires qui m'ont proposé de faire certaines conférences, le terrain il est encore vierge et il reste sur des formations classiques de développement stratégique et tout le reste, analyse financière et tout le reste. Mais pour ce qui n'est pas en fait lié, comme je le disais, c'est une méthode, c'est des outils que l'on met en place et que c'est tout un processus qu'il faut mettre en place et accompagner. Alors, au niveau du lobbying, je parlais des actions de lobbying et d'influence. Oui, au niveau des actions de lobbying, j'en veux pour preuve, si vous regardez aujourd'hui un peu la politique, le plan stratégique Gabon Émergence, ou encore la politique de relance économique du Gabon, c'est deux niveaux, c'est des modules de développement du Gabon axés sur des politiques stratégiques, sur des outils que le Gabon a mis en place pour promouvoir le Gabon, les entreprises et attirer davantage un peu plus des investisseurs. Et vous allez remarquer également qu'aujourd'hui le Gabon se positionne sur beaucoup de rapports. Moi-même, je suis partenaire du Forum économique mondial au niveau du Gabon. Donc, je participe activement sur la remontée des informations, sur la collecte des informations. Donc, voilà un peu si j'ai répondu rapidement à la préoccupation. Il y a peut-être une préoccupation sur, ça c'est le big data pour dire le retard. Oui,
Effectivement, le problème c'est celui-là, c'est toute la question. Notre retard est lié à l'appropriation des outils. C'est pourquoi il faut aller vite. C'est pourquoi l'intérêt de tels colloques. Parce qu'en organisant de tels colloques, nous pourrons échanger, nous pourrons prendre conscience du retard que nous avons. Et nous avons ce retard est-ce que parce que nous ne pouvons pas ou parce que nous-mêmes nous n'avons pas encore pris conscience. Mais il faut que nous avons la capacité, nous pouvons le faire. Donc, qu'est-ce que nous attendons? Il faut que nous nous levons et nous nous embarquons dans le train pour dire que nous, c'est pas nous qui allons être en retard parce que nous savons que nous sommes suffisamment à l'avance et nous avons les outils et les capacités, nous avons une jeunesse forte, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir être devant dans ce. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci, monsieur. Juste pour peut-être compléter ce que M. Régis a dit, moi je pense que l'Afrique, le Maroc, l'Afrique a un vrai défi à relever. Et pour ne pas faire la langue de bois, moi j'affiche carrément, je le dis, je l'assume, non pas une sorte de pessimisme, mais une sorte de réalité et qui nous guette, on va dire, au quotidien quant au développement d'une intelligence économique Afrique ou à l'Afrique. Les raisons sont nombreuses. Il y a aussi, quand on évoque ce genre de questions, où le gap avec, on va dire, les pays avancés, c'est aussi un gap de développement. C'est aussi un héritage d'une certaine fracture numérique qu'aujourd'hui tout le monde commence à oublier. C'est aussi faire face à d'autres intelligences prédatrices, des autres, on va dire, puissances mondiales qui maintenant sont en train de réfléchir sur la conquête de l'Afrique. Je citerai la Chine, la Russie, la Turquie. Finalement, toutes les puissances sont sur, on va dire, le pied de guerre, comment prendre ce marché et donc l'Afrique, non seulement elle doit réfléchir sur sa propre coordination, réseau, partage, on va dire, mais aussi réfléchir sur le danger que présentent ces intelligences prédatrices, que je qualifie ainsi, et qui, malheureusement, les pays africains, et on peut citer en particulier le cas des pays francophones, restent quand même prisonnières jusqu'à un certain degré de pratiques d'intelligence économique de certaines écoles françaises ou autres, contrairement aux pays et aux expériences anglophones qui commencent quand même à décoller, si on fait une certaine analogie, en termes de, je ne parle pas de développement, mais en termes de valorisation de l'information. Quand on prend l'exemple du Rwanda ou du Kenya, et j'en oublie d'autres, et quand on regarde qu'est-ce qu'ils font, mais c'est des choses quand même qui sont extraordinaires relativement, on va dire, à la taille pays. Donc je pense que sans arriver jusqu'au pessimisme, mais je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chemin parce que notre destin est très difficile à définir en dehors, on va dire, des puissances classiques qui sont là et qui nous guettent et qui, plus ou moins pour des raisons politiques, pour des raisons historiques, sont toujours là et qui peut-être ont aussi un avantage à tirer de notre retard, je dirais, en matière d'intelligence économique ou de valorisation de l'information. Voilà, donc je ne vais pas trop... Je pense que, si on revient un peu à ce qui était discuté tout à l'heure, l'intelligence économique implique quoi? Une réelle proactivité, une organisation en réseau. Donc forcément, si vous avez un système d'information qui est aussi des intelligences émotionnelles qui est horizontale, et vous avez une organisation qui est verticale, ça ne marche pas. Donc il faut réinventer même l'ordre organisationnel. Et si on dit réinventer l'ordre organisationnel, ça peut être l'ordre organisationnel de l'État, ça peut être l'organisation des administrations, des entreprises. Okay. Il ne suffit pas d'introduire un outil pour que ça marche. Okay. Et donc ça suppose une métamorphose
un changement de l'ordre culturel, de l'ordre de perception, de l'ordre de la redistribuer le pouvoir. Et donc, c'est plus complexe. Et pour terminer, je tiens à remercier vivement nos chers intervenants de nous avoir éclairés et d'avoir ouvert le débat sur cette thématique très passionnante. Le débat reste ouvert et on vous donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah, à 15h. Donc la reprise à 15h. Après. Merci à vous.